Si le zinc, la vitamine C ou encore la vitamine D ont démontré qu'ils étaient de réels traitements pour les malades du coronavirus, ils sont aussi, comme d'autres micronutriments essentiels, d'une incroyable efficacité en prévention pour améliorer nos défenses immunitaires. Car plus notre terrain est solide, moins le virus est dangereux. J'ai toujours aimé la formule de Béchamp, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Il n'y a pas un exemple plus beau que la Covid-19 pour illustrer cette phrase. Parce que vous vous rendez compte quand même que le même virus va, chez certains, donner rien, aucun symptôme. Les gens font l'infection sans strictement aucun symptôme, ils ne le savent pas, et d'autres meurent. C'est le même virus. Donc on ne peut pas dire que la gravité est liée au virus. C'est pas possible, puisque si la gravité était liée au virus, tout le monde aurait une maladie grave. Vous voyez, je veux dire, plus ou moins, bien sûr, mais là, ça va de rien à la mort pour le même virus. Donc c'est bien une histoire de terrain. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et donc, si on stimulait cette immunité de nos patients, est-ce qu'ils n'auraient pas des chances d'être moins malades? Mais à aucun moment, on a dit aux Français, stimulez votre immunité. L'absence de conseils préventifs est d'autant plus délétère que les confinements et la communication anxiogène des autorités ont impacté le moral de la population. Ce qui me rend le plus en colère aujourd'hui dans cette histoire de pandémie, c'est la peur que l'on a introduite chez la plupart de nos concitoyens. Plus que jamais, la pandémie de Covid-19 est active et meurtrière. On a joué avec cette peur, on l'a entretenue et elle est dramatique à beaucoup de niveaux. On le sait tous, le stress fait chuter le système immunitaire. Ceux qui font de l'herpès le savent. Un gros stress, le bouton d'herpès sort. Pourquoi un bouton d'herpès sort? Parce que le système immunitaire a chuté. C'est connu de tout le monde, c'est incontestable. Nos défenses naturelles qui ont besoin d'être remontées parce qu'on est en face d'un virus se trouvaient être au contraire amenuisées, affaiblies par, je dirais, la sinistrose, le catastrophisme, la panique qui se retrouve sur toutes les chaînes de télé, dans tous les médias qui ne cherchent qu'à faire du sensationnalisme. On a vu celui que j'appelle le croque-mort officiel de la DGS, le professeur Solomon, qui venait tous les jours égrener ces chiffres quand même. Enfin bon, c'était redoutable la manière dont il balançait ça. Quand on nous donne le nombre de morts, pourquoi ne pas dire ces gens qui meurent, ils étaient hospitalisés depuis 1 mois et demi. Ces gens qui meurent, ils ont tel âge, ils ont telle comorbidité, ils sont très obèses, ou ils ont... En entretenant la peur dans la population, je pense qu'on a au contraire aggravé les risques sanitaires plutôt que le contraire. Le stress est une agression psychologique, une peur, ou alors elle est chronique parce qu'on pense tous les jours à ce problème de virus. Et le stress met en branle des mécanismes de réponse aux agressions qui a tendance à nous carencer en certains micronutriments, en certaines molécules de la vie. Vous voyez, donc le stress concourt à nous carencer en magnésium, en zinc, en d'autres substances minérales essentiellement, mais il nous carence parce qu'il hyperconsomme certains nutriments. Donc si on n'a pas apporté l'équivalent tous les jours dans son alimentation, le stress va nous vider petit à petit de certaines réserves. Stress, isolement, manque de soleil, l'immunité de la population déjà fragilisée n'a en plus pas pu bénéficier de la part des autorités sanitaires de conseils avisés sur les gestes préventifs simples qui lui auraient permis d'optimiser ses défenses naturelles. Le professeur Toussaint l'a très clairement dit dans plusieurs de ses interventions. Interdire aux gens de sortir et leur interdire de faire du sport est une aberration scientifique. Parce qu'on réduit leur immunité alors que le sport augmente l'immunité. On a beaucoup d'exemples, mais il y a un qui m'a frappé le plus. C'est la petite femme âgée de 93 ans à Biarritz qui voulait se nager pour soigner son neuropathie, donc une maladie vraiment douloureuse des jambes, et qui a été empêchée par, je pense, 4 policiers d'aller nager. Donc ça, c'est une énorme absurdité. En plus, c'est contre-productif parce que le sport, ça renforce évidemment les défenses immunitaires. L'Angleterre n'a pas non plus été exemplaire face à la première épidémie. Mais quand son Premier ministre, Boris Johnson, a été admis en soins intensifs après avoir été frappé par la Covid-19, il a compris l'importance de faire de la prévention. En juillet 2020,
il intervient publiquement pour recommander aux Britanniques de perdre du poids dans le cadre d'un plan de lutte contre l'obésité. Perdre du poids est très clairement l'un des meilleurs moyens de réduire les risques liés au coronavirus. Des mesures radicales ont été prises au plus haut niveau pour sensibiliser la population britannique sur les conséquences délétères de l'alimentation transformée, comme par exemple interdire aux supermarchés de promouvoir des articles considérés comme étant de la malbouffe, ou encore interdire les publicités télévisées pour les produits riches en sucre avant 21 h. En France, pas un mot. Le sucre, c'est une catastrophe. Arrêtez de manger du sucre. Il y a du sucre partout. Et dans 70% des cas, vous mangez du sucre, vous en rendez même pas compte. C'est quelque chose d'épouvantable pour l'immunité, pour la peau, pour tout ce genre de choses. Aujourd'hui, sur la planète, c'est le sucre qui tue le plus de gens, et de loin, devant toute autre maladie, y compris les virus. L'excès de sucre vous intoxine sur plusieurs années. Vous finissez diabétique, hypertendu. Le sucre est hyper consommé, beaucoup trop. Or, on a montré que si on énumérait, comme on le fait pour les victimes du SARS-CoV-2, le nombre de morts par jour, eh bien les gens seraient absolument paniqués à avoir une canette de coca, puisque on sait que, et ça a été une étude sérieuse publiée par l'université de Stanford, le département d'épidémiologie, que le sucre mondialement tue une personne par seconde dans le monde. Une personne par seconde dans le monde. Et bon, donc ça fait plusieurs billets par jour. Hein. Et ça, on n'en parle pas. Donc vous devez savoir que, notamment au niveau des communautés européennes, l'industrie du sucre dépense 3 milliards de dollars par an pour le lobbying, pour ne pas que des décisions contre les industries qui mettent du sucre prennent des décisions, notamment pour l'étiquetage. Quand on vous dit ça, vous avez tout compris. Hein. Face au coronavirus, une bonne hygiène alimentaire peut faire toute la différence. C'est ce que le docteur Asim Malhotra a déclaré dans le journal European Scientist. Le grand public doit être informé immédiatement qu'il lui faut réduire le sucre, les glucides transformés et la malbouffe, et se mettre à consommer des produits bruts, riches en légumes, fruits, noix, graines, avec beaucoup de protéines, de légumineuses, de poissons, viande, œufs, pour améliorer sa santé en quelques semaines et l'aider à se protéger contre le nouveau coronavirus. Pourquoi ne conseille-t-on pas aux gens de se prémunir, de leur donner des conseils alimentaires pour prévenir des désordres et des pathologies? Eh bien, je pense tout simplement parce que dans les études de médecine, on n'apprend pas la santé aux futurs médecins. On leur apprend à faire des beaux diagnostics en s'aidant d'explorations coûteuses, souvent des radios, des analyses de laboratoire, des scanners, etc. Et on arrive à des diagnostics, mais avec un diagnostic, on a un traitement dont le médecin, il pense que son rôle, c'est de diagnostiquer et de traiter. Alors qu'il devrait être la première personne qui s'occupe de prévention. 400 ans avant notre ère, Hippocrate, le père de la médecine, disait « Que ton alimentation soit ta première médecine ». Depuis, la biologie et la technologie sont passées par là et ont permis d'observer que chaque rouage du système immunitaire fonctionne grâce à des nutriments particuliers que notre alimentation est censée nous apporter. Ainsi, armé avec de bonnes munitions, notre système immunitaire dispose de l'arsenal idéal pour combattre une multitude de menaces telles que les bactéries, les champignons, les parasites ou encore les virus. Puisque l'intestin contient 60% de nos cellules immunitaires, vous comprenez bien que l'alimentation joue un rôle majeur sur notre immunité. Seulement de nos jours, l'alimentation est souvent trop riche en calories et trop faible en nutriments essentiels, même lorsque l'alimentation est équilibrée. C'est pourquoi pour de plus en plus de professionnels de la santé, la micronutrition apparaît comme une solution préventive particulièrement efficace contre les virus. Notre organisme est une véritable usine chimique qui fabrique des hormones, des anticorps, des quantités de molécules, des tissus, du muscle, des organes. Donc, tout se fait par de la chimie interne, ce qu'on appelle la biochimie. Et cette biochimie nécessite des substances que nous devons manger absolument. Donc protéines, acides aminés, acides gras polyinsaturés, vitamines, toutes les vitamines, oligo-éléments, qui sont des catalyseurs. Sans eux, les milliards de réactions chimiques dans l'organisme ne peuvent pas bien se réaliser. La micronutrition, c'est un moyen de restaurer le bon fonctionnement de l'organisme. C'est d'apporter donc des nutriments à l'état de trace, parce que micronutriments pour
corriger ces défaillances. La plupart de mes patients ont des carences sévères en oméga 3, des carences en sélénium, en vitamine D. Je me rappelle de ce patient qui a un cancer du pancréas, qui est venu me voir parce qu'il est désespéré, parce que, en fait, quand on vous dit que vous n'avez plus que pour 3 mois à vivre, soit vous acceptez, vous allez faire votre testament, soit vous essayez de voir s'il n'y a pas une alternative. Et ce patient, à qui on avait dit vous êtes inopérable, a voulu quand même faire autre chose. Son bilan nutritionnel était catastrophique, on l'a corrigé. Il a pu, avant une chimiothérapie, la tumeur a régressé, on a pu l'opérer et il est en rémission complète. Et donc l'approche est très efficace lorsque vous adressez le patient comme personne unique et que vous envisagez tous les nutriments et que vous corrigez de manière personnalisée. Et quand vous faites ça, vous avez des résultats remarquables. La situation des maisons de retraite, ou comme vous appelez en France EHPAD, est assez révélatrice et caricaturale de la situation de société. Les personnes âgées, en moyenne plus de 80 ans, ont été les premières victimes et restent les premières victimes de cette infection à virus SARS-CoV-2 Covid-19, ce qui est révélateur de leur état micronutritionnel détestable et complètement carencé. On a des moyens efficaces qui sont de corriger le taux de vitamine D, le taux de zinc, le taux d'antioxydants. Et c'est ça qui est un peu interpellant. Pourquoi, alors que cela est connu, est-ce qu'on ne le propose pas aux patients ? Cette omerta s'exerce également sur les nombreuses autres solutions naturelles à notre disposition. C'est le cas notamment des traitements fondés sur les extraits de plantes et les principes actifs naturels, plus communément appelés la phytothérapie. La plupart des médicaments ont été aspirés à partir des plantes. Le problème, c'est que les plantes ne sont pas vénales, n'ont pas breveté leurs inventions. Donc, que fait Big Pharma ? Elle prend la molécule, elle la modifie, elle la rend unique, elle la brevette et elle peut la vendre au plus haut prix puisque elle est protégée. La phytothérapie, c'est une stratégie merveilleuse que moi j'ai découvert à travers les malades. J'ai pas appris ça à l'école de médecine, bien entendu. Le gouvernement chinois, quand il y a eu le Covid, ils ont été intelligents. Ils ont vu qu'ils étaient un peu débordés au début. Bon, certes, ils ont trouvé l'hydroxychloroquine en cours de route, mais ils ont fait appel à la médecine traditionnelle chinoise et que ont donné les médecins chinois ? Beaucoup d'artémisia. Ça a marché. Après, ça a été exporté en Afrique. Ça a marché remarquablement. On s'est moqué du président de Madagascar et d'autres pays qui avaient de l'artémisia partout dans les écoles. Il n'a pratiquement pas eu de Covid, il n'a pratiquement pas eu de mort. Il y en a d'autres. Scutellaria a prouvé son efficacité sur le coronavirus lui-même. Son efficacité, je dis bien en prévention. Ça ne guérit pas la maladie, mais en prévention, on a une réduction des infections à coronavirus grâce à Scutellaria. Beaucoup d'extraits de plantes ont un intérêt parce que ce sont des molécules qui vont limiter l'inflammation. Boudée, voire discréditée par une bonne partie du monde médical et scientifique, la phytothérapie mérite pleinement de retrouver ses lettres de noblesse. Le 19 septembre 2020, l'Organisation mondiale de la santé a approuvé la mise en place d'un protocole pour des essais cliniques concernant les traitements de phytothérapie pour la Covid-19. Les débats scientifiques sur l'artémisia, les margousiers ou encore la vernonie pourraient ainsi retrouver leur place légitime. À côté de la phytothérapie, vous avez l'aromathérapie. Vous avez le plus grand antiviral probablement que la nature ait créé, qui est Ravinsara. Cette huile essentielle qui vient de Madagascar est d'une puissance extraordinaire. Et on a des publications claires là-dessus. C'est un antiviral puissant qui touche justement beaucoup les virus, on va dire des familles du coronavirus, et c'est un immunostimulant.